Salut tout le monde! Je suis content de lire que la plupart d'entre vous allez bien parce que je reçois plein de messages de vous qui semblent dire que ça se passe assez bien dans les circonstances, fait que tant mieux. Puis je reçois aussi d'autres messages qui me demandent de donner des informations, des précisions, tout ça sur mes techniques de port effiloché. Suite à la dernière fois qu'on avait vu en classe une vidéo où est-ce que je faisais du port effiloché puis tout ça, où je vous avais montré ça un peu rapidement. Puis là, il y a des gens qui sont venus avec des questions puis tout ça. Fait que aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vraie vidéo complète de comment on fait du port effiloché au barbecue. La même chose va pouvoir être faite au four, moyennant différents ajustements, je vous le dirai en temps et lieu. Mais je vais vous montrer de A à Z comment je procède. Moi, ça va être fait au fumoir, puis ça va être fait demain. Aujourd'hui, ce que je commence par faire, c'est que je vais commencer par faire mon mélange d'épices que je vais appliquer à la viande. Je vais laisser la viande reposer au réfrigérateur toute la nuit. Puis demain matin, je risque de me lever vers à peu près 5h15 pour commencer ça, parce que ça va être une cuisson qui va être très longue. C'est une pièce de viande, comme vous voyez, qui est quand même très généreuse, qui est très grosse. Et il faut que ça cuise à basse température. Donc nécessairement, ça va être long. Ce dont vous aurez besoin pour cette recette-là, en fait, c'est pas vraiment une recette, parce que je suis pas vraiment une recette, c'est vraiment juste une cuisson en général, de base. Fait que si vous aurez besoin de cassonade, de paprika, moi je vous suggère de prendre du paprika non fumé si vous avez la possibilité de fumer la viande dans votre barbecue. Sinon, du paprika fumé, si vous pensez faire ça au four, ça pourrait créer un petit effet de fumée qui serait pas déplaisant. De la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, un petit peu de chili en poudre, moi j'aime bien ça, pour un petit goût un petit peu plus relevé, et du gros sel, pas du sel raffiné. Prenez pas du sel de table parce que ça va être beaucoup trop salé, puis ça risque d'être très décevant. Fait que prenez du gros sel, du sel de mer par exemple, ou du sel cachère. Vous aurez besoin d'un thermomètre à viande. Moi, j'utilise un thermomètre numérique, mais la plupart d'entre vous, possiblement, si vous en avez un à la maison, ça risque d'être un thermomètre comme ça, à moins que vous ayez un numérique aussi, mais ça fait très bien la job. L'important, c'est d'avoir un thermomètre pour être capable de mesurer la température interne de votre viande pendant la cuisson. C'est à ce moment-là que vous aurez des guides à savoir quand est-ce que c'est prêt, quand est-ce que c'est presque prêt, et ainsi de suite. Alors, moi, je vais ranger le mien, mais j'en ai pas besoin ce soir. Autrement, ça, qu'est-ce que c'est? Pour faire du porc effiloché, ça prend de l'épaule de porc. Alors moi, ma pièce que j'ai là, c'est une épaule de porc. C'est effectivement assez gras. On va en couper beaucoup de ce gras-là de surface parce qu'il y en a trop. Et de toute façon, ce soir, on va vouloir que notre mélange d'épices adhère à la viande et non pas à de la graisse qui va tout couler dans la cuisson, dans le fond du barbecue, puis de toute façon que je vais perdre. Alors, je vais vous montrer ça, comment j'enlève le gras là-dessus. Et en dessous, ben, vous voyez que c'est pas gras. Donc, mais il y a quand même beaucoup de gras intermusculaire là-dedans. Ce qu'on appelle du gras intermusculaire, c'est du gras comme entre les tissus de viande qui fait en sorte que la viande va rester vraiment très tendre tout le long de la cuisson et elle n'aura pas besoin d'être braisée dans un liquide autre. C'est un os, une épaule de porc, il y a un os là-dedans. Ça va s'enlever comme ça, là, en tirant dessus de main, là, sans aucun effort. Il y a des épaules de porc qui viennent désosser. Peut-être que votre boucher va vous proposer une épaule désossée, il n'y a pas de problème, c'est la même affaire, donc aucune inquiétude. Et moi, j'achète ma viande, je ne suis pas payé pour dire ça, j'achète ma viande à l'entrepôt de viande. Irina? J'aimerais juste dire que à chaque fois que tu fais de la bouffe de viande, nous, il y a 2 chats ici qui sont très intéressés de ce qui se passe. C'est sûr. Oui, c'est mes assistants. Fait que moi j'achète ma viande à l'entrepôt de viande, qui est une boucherie qui fait à la fois du gros et du détail. Et puis une épaule de porc, à titre d'information, moi celle-là, elle pèse 4,5 kg et puis elle a coûté 31 $. Donc ça reste une viande très bon marché. Pour faire des tests en cuisine, utiliser des coupes peu onéreuses. Comme ça, c'est super. Alors, le rub que je vais faire, ou le mélange d'épices que je vais faire, c'est un mélange qui est très approximatif. J'ai pas de mesure exacte. On va essayer quelques quantités de base, mais on va ajuster au goût à la fin. Fait qu'il faut vraiment pas avoir peur là, d'avoir des quantités exactes et précises. De toute façon, j'en ai pas, j'en ai jamais moi-même. Alors, on prend de la cassonade. Mettons, on va prendre, pour une épaule comme ça, on voit que c'est quand même, il y a une grande surface à recouvrir, fait qu'on va y aller quand même pas mal. Je vais mettre à peu près 4 cuillères à soupe de cassonade. Mais vous voyez que c'est un 4 cuillères à soupe qui est quand même assez généreux, tout en étant approximatif. Le paprika, moi c'est du paprika non fumé, parce que de toute façon ça va fumer demain. Fait que, encore, à peu près la même quantité de paprika que la cassonade. Donc peu importe la quantité de rub que vous faites, calcule que dans ta cassonade et dans ton paprika, à peu près 1 pour 1. Donc, généralement, à part égale.
Poudre d'ail et poudre d'oignon, ça il faut y aller beaucoup plus doucement parce que c'est quand même des saveurs qui sont très fortes. Fait que moi je vous dirais pour 4 cuillères à soupe de chacun des deux premiers, je dirais avec une presque 3/4 de cuillère à soupe de poudre d'ail. Même chose avec la poudre d'oignon. Comme je vous dis, on va le rectifier une fois que tout ça sera fait. On va y aller au goût, là. Puis après ça, même chose. Donc la poudre d'oignon, même quantité que la poudre d'ail, à peu près 3/4 de cuillère à soupe. Et puis le chili. Le chili, c'est pour donner un petit côté pimenté ou un peu épicé. Fait que si vous êtes plus ou moins fan de ce genre de saveur-là, mettez-en juste pas. Moi, j'aime ça. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup parce que le porc, de toute façon, c'est une saveur qui est douce. Puis j'en ai mis quoi, une demi-cuillère à soupe à peu près. Le rub d'épices qu'on va faire, on ne veut pas non plus que ça tue la saveur de la viande parce que, justement, c'est pas du bœuf, donc c'est plus fragile, c'est plus léger. Il faut aller plus doucement sur les saveurs dominantes. Et puis le sel, moi j'aime toujours mettre le sel à la fin. Parce que quand tu mets le sel à la fin, étant donné qu'il est blanc, tu vois la quantité que tu mets. Et le sel, ça pardonne pas. Si tu en mets trop, ben, ton plat sera malheureusement pas agréable à manger. Fait que je mets toujours le sel à la fin pour contrôler la quantité que je mets. Puis là, pour ça, allons-y à peu près avec, je sais pas, mettons une cuillère à soupe et... Ouais, mettons 2. On mélange à la fourchette. Peu importe. Et c'est supposé de donner, moi en tout cas, ça c'est un rub barbecue. Hein? Un rub barbecue, habituellement, c'est supposé de donner une couleur qui va être assez orangée. Il y a des granules avec la cassonade, c'est normal. On le défait à la fourchette, puis c'est réglé. Puis si vous obtenez une couleur qui ressemble à peu près à ça, c'est sûr que, bon, après ça, c'est une question de goût. Mais c'est une base, moi, qui m'apparaît correcte. C'est sûr que si vous faites cette recette-là au four de porc effiloché, les points de repère au niveau de la cuisson sont à peu près les mêmes. C'est juste que vous n'allez peut-être pas rechercher les mêmes saveurs. Fait que, mettons, prenez du paprika fumé, ça je vous l'ai dit tantôt, je radote. Mais peut-être que vous serez intéressé à rajouter peut-être des herbes. Parce que là, moi, les herbes au barbecue, ils vont sécher, puis on ne les goûtera pas. Tandis que si vous faites ça dans un chaudron, pour le four, je vais vous en parler tantôt, peut-être que vous serez intéressé de rajouter des herbes, parce que les herbes ne brûleront pas. Et à ce moment-là, peut-être que vous allez ajouter un cocktail aromatique approprié pour le four qui pourrait être très intéressant. Fait que là, tu goûtes, puis tu vois si c'est à ton goût. Ouais, c'est super bon. C'est très, très bon. Il est bon? Oui. Je le trouve peut-être un peu salé, par contre. Non, pas du tout. Non? Mais de toute façon, que ce soit un peu trop salé, c'est pas si grave pour ça. Du bœuf, ça aurait été plus grave, parce que du bœuf, habituellement, ben, tu fais pas un effiloché avec une grosse pièce de bœuf comme ça, habituellement, tu vas faire ça sur un steak, par exemple. Et si tu fais un mélange d'épices pour appliquer sur un steak, ben là, chaque bouchée, nécessairement, contient beaucoup plus d'épices. Et là, à ce moment-là, ça pourrait être gênant. Mais ça va tellement être brassé puis être effiloché, il y a tellement de viande après ça que un peu plus de sel, c'est pas grave. Alors là, je vais déballer ça. Oups, excusez-moi pour le bruit. Et puis, ben, on va la préparer pour appliquer notre rub dessus. Alors, on prend un petit couteau, on ouvre ça. En passant, moi, je fais de la promotion pour l'entrepôt de viande parce que c'est de la viande d'excellente qualité. Et c'est de la viande élevée au Québec. Et puis, ce sont des élevages québécois. Et à des prix extrêmement raisonnables. Ils ont des aubaines à toutes les semaines. Et puis, bon, peut-être à toutes les 2 semaines, peut-être. Puis, ils ont une très, 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 très belle sélection de produits. Alors, moi, j'aime beaucoup aller là. Je cherche mon couteau pour couper le gras. Alors là, ben, cette partie-là, je vais l'accélérer un peu parce que c'est long. Là. Dans le fond, je fais juste comme couper le gras en surface pour me débarrasser de cette partie-là de gras qui, de toute façon, ne sera pas agréable au goût. Alors, le reste, ben, on va... Je parlerai pas. Là. Continue de filmer, puis ça, tantôt, je le... Ça ici, comme ça. Bon, je vous ai fait la dernière partie en accéléré parce que de toute façon, ben, regarder quelqu'un couper du gras, c'est pas super trippant. Vous voyez qu'on faut pas avoir peur d'en enlever. Hein. Je l'ai enlevé quand même pas mal, puis je pourrais en enlever beaucoup plus. Mais je choisis d'enlever juste ça. Là. Le reste qui reste là, ça m'achale pas trop. Je garderai pas ce gras-là pour quoi que ce soit. Là, du gras de porc, c'est pas particulièrement intéressant. Sauf si tu fais des cassoulets ou des choucroutes, par exemple. Mais je compte pas en faire prochainement. De toute façon, du gras, j'en ai en masse, en réserve. Alors celui-là, je le conserverai pas.
Là, on va appliquer le mélange d'épices sur la viande. Alors, je vais me mettre un gant. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, c'est absolument pas grave. Mais moi, j'ai l'habitude de mettre un gant parce que, pour deux raisons. D'abord pour les bactéries, mais aussi, surtout, que, curieusement, les épices qu'on applique sur une viande collent beaucoup moins à ce type de gants-là qu'à la peau. Alors, je me retrouve en bout de ligne avec beaucoup moins de pertes d'épices collées à la peau, puis après ça, de me laver les mains, plutôt qu'un gant qui finalement en récolte très peu. Fait que là, ça prend quelque chose pour faire tenir les épices. Là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez prendre soit de la moutarde jaune, vous pouvez prendre de la sauce Worcestershire, vous pouvez prendre de l'huile d'olive. Moi, ce que j'ai ici, je pense, le plus simple, c'est de l'huile d'olive. Alors, je prends de l'huile d'olive, mais si tu appliques ton mélange d'épices directement là-dessus, tu vas en perdre beaucoup, ça ne tiendra pas. Alors, t'en mets. Tu mets de l'huile d'olive. Ça, pas besoin. C'est ici, t'en mets partout parce qu'on va appliquer de la marinade sèche partout. Donc, toujours cuisiner avec une main propre et une main qui ne l'est pas parce que tu travailles ta nourriture. Alors, comme ça ici. Ça, on va s'en occuper plus tard. Donc, c'est vraiment pour faire tenir les épices sur la viande qu'on ajoute ça, parce que dans le fond, ça n'ajoutera aucune forme de saveur. Même si on utilisait de la moutarde, même si on utilisait d'autres choses, ça n'aurait absolument aucune incidence. Et là, on prend nos épices, puis là, je pense que j'en ai assez. On va en avoir un peu partout aussi, ça c'est normal. On en applique ici, bien généreusement. Parce qu'il y a tellement de viande à l'intérieur qu'on va en avoir le maximum, au moins sur les surfaces accessibles. Donc, on en met. Ça va tomber un petit peu à côté, c'est normal. De toute façon, après ça, on réutilisera ça. On en met derrière. Allez, encore une petite shot d'huile. Ça. On applique des épices. Donc oui, mettez-en des épices. Puis si vous ne faites pas le vôtre, il n'y a pas de problème. Il y a des mélanges d'épices tout faits qui sont vendus en épicerie, qui sont super bons. Alors moi j'ai fait le mien ce soir parce que j'avais toutes sortes d'ingrédients sous la main qui étaient disponibles. Si vous en avez pas, il n'y a pas de problème. En épicerie, il y a des mélanges d'épices qui sont très 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 bons. Ceux de la marque Barbecue Québec sont excellents. Sinon, il y en a d'autres. Joe Beef est excellent aussi, et ainsi de suite. Fait que vous n'aurez pas de difficulté à en trouver et à en essayer des différents. Fait que là, j'ai pas tout mis, il me reste des épices, c'est pas grave, je vais les utiliser, je vais les garder dans mon garde-manger pour une prochaine utilisation sur autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Un peu n'importe quoi dans le fond, parce que c'est une base d'aromates. Alors, on peut réutiliser ça, mettons, avec un peu de poulet, par exemple. Le poulet, ça serait très très bon, même avec du poisson. Mais ça, le poisson, ça serait... Non, ça peut être intense pour du poisson. Paprika et tout ça. Mais enfin, bref, ça peut toujours servir, c'est toujours bon d'avoir des épices sous la main. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre ma viande et je vais la laisser reposer toute la nuit au réfrigérateur. Et demain, je vais me lever, moi, vers à peu près, comme je vous dis, 5 heures pour mettre ça sur le barbecue. Alors... attends un peu, ici. Si tu fais du porc effiloché dans ton four, alors tu vas procéder différemment pour la cuisson. La cuisson, tu vas le mettre dans un chaudron profond, assez grand pour contenir ça, et avec un couvercle. Et puis, tu mets ça au four. L'important, c'est que ça cuise lentement, comme je vous le disais. Fait que demain, moi, je vise une température de four d'à peu près 260, de barbecue, là, de 275 degrés Fahrenheit. Puis ça, les fours, il n'y a pas de problème à descendre à cette température-là. C'est très, très conventionnel comme température pour des cuissons basses. Donc, entre 250 et 300. Mais 275, je serais confortable. On va calculer une bonne dizaine d'heures facile. Si tu fais ça au four, comme je vous disais tantôt, fais juste changer ton mélange d'épices ou fais-en un à ton goût. Puis ça va être excellent. Le porc, c'est très passe-partout, donc tu ne peux pas vraiment manquer ta shot en termes d'aromatique avec le porc, parce que c'est des saveurs qui sont très douces. Fait que tu y vas avec des aromates qui te plaisent, puis tu ne te tromperas pas. Et puis, voilà, je vais mettre ça au réfrigérateur avec un papier d'aluminium, puis on s'en va demain matin.
Salut tout le monde, il est 5h20, 5h25 à peu près, le lendemain matin. Écoutez, on vient de commencer là, à ouvrir notre barbecue. Là, présentement, regardez, la température dans le fumoir, elle est à peu près à 250 degrés. Une belle petite fumée ici qui sort, petite fumée de bois de pommier. En passant, si vous voulez utiliser votre barbecue au gaz comme un fumoir, c'est pour donner un petit goût de fumée intéressant à vos aliments. C'est très facile. Vous prenez un petit peu d'aluminium, vous allez chez Rona ou dans n'importe quel centre dans une quincaillerie ou dans un endroit où il y a des barbecues finalement. Puis ils vont très facilement vous vendre des poches ou des sacs de bois, de pommier, d'hickory ou de cerisier ou d'arbres fruitiers ou d'érable. Vous pouvez prendre ça, des petits copeaux, et puis vous mettez ça dans un peu d'aluminium, puis vous mettez ça en dessous de votre grille de cuisson sur la source de chaleur. Alors ça va vous produire une belle petite fumée, puis ça va transformer votre barbecue au gaz en fumoir. Évidemment, ça fonctionne à basse température, ça ne fonctionne pas dans des températures très élevées. Quand je parle de basse température, je parle de 250, 300, un truc comme ça, qui est la cuisson à laquelle on cuit nous aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer vite de quoi ça a l'air. Alors ça, c'est mon thermomètre ici à viande. Là, ça indique une température interne de 45 degrés Fahrenheit. Donc, moi, toutes les températures que je vous donne en passant, c'est en Fahrenheit. C'est jamais en Celsius. J'ai l'habitude de cuisiner en Fahrenheit, puis c'est juste une question d'habitude. Il faudrait faire la conversion pour vous si vous êtes plus habitué avec les Celsius. Là. Alors, là, présentement, c'est à 45 Fahrenheit intérieur dans la viande. C'est normal, ça sort du réfrigérateur, donc c'est près de 4-5 degrés. Et puis, dans le fumoir, de quoi ça a l'air? Ça a l'air de ça. Alors, on a la source de chaleur d'un côté, avec le petit bois. On a la viande de l'autre côté. Et en dessous, je ne sais pas si on peut le voir, mais en dessous, j'ai mis un petit récipient en Pyrex. Et ça, le seul objectif de ce récipient-là, c'est pas pour collecter quoi que ce soit, c'est pas pour récupérer des jus de cuisson, n'importe quoi, c'est simplement pour éviter que le fond de mon fumoir se remplisse de graisse et puis de liquide et de jus. Alors, c'est juste pour faciliter de le nettoyer. Alors, voilà. Donc là, il est 5h30 à peu près, et puis on en a facilement pour un bon 10-12 heures. À 250 degrés Fahrenheit de température dans le barbecue, on en a pour un bon 10-12 degrés. Si on avait cuit à 300 degrés, ça aurait pris un peu moins de temps. Mais bon, les résultats sont un peu meilleurs si on descend la température. Il faut être plus patient, par exemple. Vous, dans un barbecue au gaz, si vous voulez reproduire ça, c'est très facile. Donc, tu as vu que du côté droit, j'avais ma source de chaleur, du côté gauche, j'avais ma viande. Ben vous faites la même chose. Donc, dans un barbecue à gaz, tu allumes les brûleurs d'un côté, puis tu mets ta viande de l'autre côté. Ça s'appelle une cuisson en mode indirect parce que ta viande n'est pas directement exposée à la chaleur. Tu grilles pas. Tu utilises vraiment ton barbecue comme un four. Alors, c'est de la cuisson indirecte. Et puis, voilà. Donc, on va se revoir dans plusieurs heures. Certainement pas avant 10h30, 11h le matin. Où est-ce que là, on va regarder de quoi ça a l'air. On vise une température interne de 200 degrés à peu près, 200, toujours en Fahrenheit. Ça va peut-être être 197, 198, mais autour de 200, là, on va commencer autour de 195, on va commencer à jeter un coup d'œil. Mais on en a encore beaucoup à faire d'ici là. Mais dans 5-6 heures, on va être à peu près à 160, et puis on va se revoir là pour une prochaine étape. Fait que, à tantôt. Fait qu'il est midi. Je me suis réveillé un peu depuis ce matin. Mettons qu'à 5h, c'était moins facile. Là, il est midi et puis notre barbecue a été super constant en une température de 250-275 pendant toute la matinée. Et puis, le thermomètre affiche maintenant une température interne de 163 degrés. 163 degrés, ça fait à peu près 10 minutes qu'il est à cette température-là. Où est-ce qu'il a arrêté de monter? Je vous en avais déjà parlé en classe. Il arrive un moment autour de 160 degrés où est-ce qu'une grosse pièce de viande comme ça atteint un plateau, puis même si tu continues à chauffer, la température augmente plus. Alors, pour contrer ça, tu es capable de passer à travers ça. Florent, viens ici, mon garçon! Je vais le faire.
excusez-moi, c'est ça les enfants, et filmer en même temps. Alors, je vous avais déjà expliqué en classe que tu arrives à un espèce de plateau autour de 160 degrés, c'est normal, et puis ça peut être très long si tu fais juste attendre. Mais il faut attendre, il faut être patient. Mais pour être capable de contrer ça, pour être capable de souper le soir, parce que sinon on va souper à minuit à ce rythme-là, on va l'emballer dans de l'aluminium. Donc ça, c'est un truc qui est très commode. Tu peux l'emballer dans l'aluminium et puis ça va comme repartir le rythme de cuisson. Fait que si tu es trop longtemps dans le palier, ben tu l'emballes et puis voilà. Bon, ma caméraman s'en vient, alors on va pouvoir continuer. Bisous, j'ai besoin de toi, ma chérie? Bon, il y a de la chicane avec les enfants. Fait que... on va emballer la viande. Et voilà. Oh! Alors là, quand on regarde la viande comme ça, c'est clair qu'elle n'est pas prête encore. C'est très... ça a l'air brûlé, mais c'est pas brûlé du tout. OK? En surface, il y a ce qu'on appelle une petite croûte. Dans le jargon du métier, ça s'appelle ça s'appelle le bark. Et le bark, comme le nom le dit, c'est comme une espèce d'écorce qui se forme à la surface de la viande. Et puis, c'est pas brûlé. C'est pas brûlé, faut pas penser que c'est brûlé. Oui, ma chérie, du bon barbecue pour souper ce soir. Non, pas encore, ma grande fille. Alors, ça, ce qui crée le fameux bark en question, c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est une réaction chimique et on veut ça. Alors, on veut cette espèce de petite croûte-là en surface qui est vraiment croustillante et très très bonne. À l'intérieur, ça va être super tendre et juteux. Alors, je l'emballe, comme ça ici. Double épaisseur de papier d'aluminium, comme ça ici, le plus hermétique possible, parce qu'on ne veut pas que ça cuise à la vapeur. On veut vraiment que il y ait le moins possible de vapeur qui se crée là-dedans. Ilona, ferme la porte après toi. Ferme la porte. Et on va garder les jus, parce que les jus, excusez, c'est un peu le chaos, hein? Et puis les jus là-dedans sont super importants. On va vouloir les récupérer. Je reprends mon thermomètre dedans. Et c'est terminé. On se revoit autour de 195-198 degrés Fahrenheit. Là, on va commencer à voir où est-ce qu'on en est dans le cuisson. Mais ça ne sera pas, certainement pas avant 7 heures ce soir. Donc, à plus. OK, alors c'est fini. On est à 199 degrés à l'interne. Je suis pas mal sûr que c'est fini. Parce que, rendu là, c'est juste une question de texture. C'est même plus une question de température. Tu prends le thermomètre, tu piques dedans. Puis t'es pas censé sentir vraiment de résistance. Bon, évidemment, il y a un os, là, mais ailleurs, là, tu piques, c'est un peu comme du beurre. Alors, rendu là, c'est plus vraiment une question de température, c'est une question de quelle texture tu veux. Moi, c'est la texture que je sais que j'aime. Si habituellement, mettons que si tu regardes les sites de recettes, etc., de porc effiloché, souvent ils vont te dire que la température ultime, la température qu'on veut obtenir, c'est 203. 203-205. Moi, à mon goût, 203-205, c'est trop... ça devient trop boiteux, ça devient comme trop... ça se tient plus. Ça s'effiloche trop, c'est trop tendre. Moi, j'aime ça quand c'est encore un petit peu ferme. Fait que, un peu comme un genre de jambon effiloché. Où est-ce que ça s'effiloche, mais t'as encore des bons morceaux qui se tiennent ensemble. Fait que moi, habituellement, 199, c'est pas mal ma température. Mais ça, c'est vous autres qui allez faire des tests puis qui allez savoir, ben moi, je l'aime mieux plus tendre, moins tendre, etc. Donc, rendu là, il faut faire des tests, il faut l'essayer. La chose la plus importante que souvent les gens vont négliger, mais je vous l'ai déjà dit en classe, fait que vous le savez déjà, mais je le répète pareil parce que c'est vraiment important, il faut laisser reposer la viande toujours avant de la trancher. Que ce soit un steak que tu fais cuire à feu vif, que ce soit quelque chose que tu fais cuire très tranquillement, il faut toujours que la viande se repose au moins 1 heure. Ben, dans le cas d'un steak, c'est pas 1 heure, là. Mais dans le cas d'un gros truc comme ça, on va lui laisser une bonne heure, le temps que les réabsorbe ses jus puis que les fibres se détendent. Parce que si on les filoche tout de suite, ben là, tous les jus vont s'écouler. Puis là, la viande va être sèche, puis les jus vont être à l'extérieur. Donc, pour que les jus restent à l'intérieur, puis que quand on les filoche, ça reste bien humide et agréable, on laisse reposer, puis une bonne heure après ça, on les filoche. Donc là, je l'ai mis dans mon chaudron ici. J'ai vraiment pris soin de le manipuler de sorte que les jus ne coulaient pas, parce qu'il y a plein de jus dans le truc d'aluminium qui se sont faits lors de la cuisson. On va fermer ça comme ça, puis dans 1 heure, on reviendra, on effilochera tout ça, puis ça va être terminé. Alors, ça a reposé 1 heure. Il est 5h10. On a commencé à 5h30 le matin. Fait qu'avec le repos, à peu près 12 heures. Mais il ne faut jamais se fier
temps de cuisson. Excusez-moi. Il faut toujours se fier à la température. OK? Fait que ça, je sais que je l'ai déjà dit en classe, mais je le répète parce qu'on se le répète jamais assez. Fait que là, c'est le moment de déballer. Tu mets ça dans un grand chaudron pour être capable de regarde tous les jus qui tombent. Regarde tout ça. OK? Pour récupérer ça, ces jus-là, c'est nécessaire. OK? Jamais il faut jeter ce jus-là. Trop important, trop précieux. Toutes les saveurs sont là-dedans. La viande elle-même ici, mais ces jus-là, ça serait péché de les jeter. Alors là, tu déballes ça comme tu peux. Hein, tu le vois faire. Alors là, le porc effiloché, le porc est là, il est prêt à être effiloché. Souvenez-vous, hier, je vous avais dit qu'il y avait un gros os là-dedans. Ben, le gros os, normalement, il devrait s'enlever juste en tirant dessus. Fait que si je tire dessus, regardez, ça vient. Ça, c'est un signe que c'est prêt. Quand tu vois, tu tires sur l'os et il n'y a rien qui reste accroché dessus, c'est prêt. Puis là, après ça, ben, à la fourchette, ou alors comme moi avec des gants qui me protègent de la chaleur aussi, parce que j'ai comme des gants protecteurs contre la chaleur, tu les filoches comme ça, regarde. Et voilà. Et là, en les filochant, ils se mélangent au jus de cuisson que tu as récupéré dans le fond. Et ça, c'est vraiment très bon. Fait que, quoi faire avec du porc effiloché quand tu vois que tu en as beaucoup? Évidemment, ça fait un repas, évidemment, mais ça en fait plusieurs. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je l'emballe sous vide, en portions comment je pourrais dire, un peu calculées, si tu veux. Moi, je calcule à peu près 1 livre. Puis là, je mets ça dans un sac sous vide. Je mets ça au congélateur. Puis quand j'en ai besoin, je sors un sac. Puis moi, ma livre, ça me permet de nourrir ma famille avec des accompagnements. Puis qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux te faire des sandwichs, évidemment. Tu peux te faire n'importe quoi, de la poutine, tu peux te faire... la poutine, je suis pas trop pour ça parce que c'est de la malbouffe, mais une bonne poutine faite à partir de frites faites maison puis de sauces faites maison, là, on parle plus de malbouffe, on parle de bonne bouffe si tu prends la peine de bien le faire. Peut-être que je vous ferai une vidéo éventuellement. Tu peux mettre ça dans du mac and cheese, tu peux mettre ça dans n'importe quoi, dans des tacos, tu peux mettre ça dans des burritos, tu peux mettre ça où tu veux. Le déjeuner le matin accompagné avec des œufs, c'est merveilleux. Bref, c'est passe-partout parce que c'est du porc et le porc, c'est une saveur qui n'est pas une saveur dominante. Donc, tu peux utiliser ça à peu près n'importe où. Fait que voilà, ça complète ma vidéo. Ça va durer à peu près 12 heures, évidemment. Je suis disponible en ligne si vous avez des questions. Faut quand même goûter. Puis je vais faire goûter ma caméraman également. Ça fait un très bon travail. C'est vraiment bon. Évidemment. Oh mon Dieu, oui. Bon appétit, guys. Bon. À bientôt.